Donc, du coup, on part sur la dernière partie, développement physiologique. Ouais. Donc, c'est une partie un peu plus poussée, ou en tout cas avec des exemples concrets de choses qui peuvent être utiles pour nous enseignants. Ouais. Je te laisse attaquer. Alors, sur le développement physiologique, là, c'est surtout pour parler des plus jeunes. Du coup, pour moi, ça, c'est ce que j'ai observé et bossé aussi en prépa physique. C'est que les développements, ça ne doit pas correspondre à l'âge, mais plutôt à des compétences qu'on acquiert petit à petit. Tu vois bien la coordination, Oui. la force du bas, la force du haut. Ça n'arrive pas aux mêmes âges en fonction des individus. Voilà, chez les filles, chez les garçons, il y a des différences. Voilà, et du coup, au tennis, souvent, on veut rentrer un peu de force les joueurs dans les cases et des joueurs qui ont des profils long terme, des low boomers, comme on appelle souvent aux États-Unis dans le basket. Tu vois, des profils qui vont être très performants, on le sait, mais par contre, ils vont être performants à 21. Après, ouais. Et pas vraiment plus tôt. Fini à 21. C'est des profils comme Yannick Sinner. Ouais. Tu vois, où tu peux voir qu'à 20 ans, C'est énorme. c'est presque un baby. Et pourtant, il joue dans les 10 mondiaux, voilà, mais sauf que tu vois que physiquement, il n'est pas encore fini, entre guillemets, dans sa croissance motrice et tout. Et du coup, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est ce qui se fait mieux dans le respect du développement physiologique. Et parfois, en France, on veut aller trop vite, trop mettre des choses en place parce que le niveau y est, c'est dans les meilleurs jeunes. Et donc, du coup, si on entraîne tout le monde de la même manière, trop de force, trop de charge, voilà, qu'on veut faire du haut niveau trop vite, alors que peut-être en prenant le temps, le joueur, il aura… Moi, j'aime bien les low boomers parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir plus de temps pour se développer, donc du coup, plus de temps pour intégrer les choses petit à petit, tu vois. Que ce soit en termes mental, en termes… Et ça, c'est intéressant. Après, on peut les optimiser parce que quelqu'un comme Sinner, il a encore plein de choses à travailler. Et même Aliassime, qui a un profil vachement plus précoce que Sinner, il dit qu'il a encore plein de choses à travailler. Et en termes moteurs, en termes physiques, c'est des phases à respecter et qui sont totalement indépendantes de l'âge. Pour moi. Donc après, pour être plutôt sur du concret et sur des enseignants de club avec des plus jeunes, moi, ce que j'aime bien, c'est… Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Et le travail moteur, parfois neuromoteur, qu'on peut appeler ça, donc ce qui se fait beaucoup chez les plus petits, voilà, travail de pied, lecture de trajectoire, coordination, avec des axes qui sont un peu au tennis, pas très souvent travaillés. Le travail de pied, très souvent travaillé, mais du coup qui peut être où il y a un obstacle, ça c'est mon côté physio, et peut-être course à pied, où la chaussure est un obstacle, tu vois, au renforcement du pied, à de la coordination. Ça peut être souvent les joueurs, 80% des cas, ils sont très aériens, très légers, et du coup les chaussures les clouent au sol, entre guillemets. Et du coup, ça crée des schémas moteurs qui ne sont pas tout à fait justes ou pas très faciles à développer. D'où le fait de conseiller d'autres sports avant 10 ans, avant 12 ans, pour que l'athlète soit plus complet.
Il y a aussi ce qu'on n'avait pas, et ça peut induire des blessures, le fait d'être avec des mauvais schémas dès le début. Il y a aussi le fait appui en ligne, appui ouvert. Ça va vraiment parler aux entraîneurs. Pour moi, l'appui ouvert, ça doit être vraiment quelque chose qui est dans le domaine de l'expertise. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on calque du haut niveau chez de l'athlète en apprentissage, parce que l'athlète, je parle même du loisir, hein, pour moi, quelqu'un qui est sur un terrain de tennis, c'est un athlète. Et du coup, l'appui ouvert, ça sert à pallier une perte de temps par rapport à une balle rapide. Donc, quand on est en apprentissage, pour citer des Olivier Le Thor, voilà, quand on est sur des balles plus basses en couleur ou sur un niveau plus faible, cette partie dépassée par la vitesse de la balle, normalement, elle n'existe pas. Et donc, du coup, l'appui ouvert n'a pas lieu d'être, techniquement. Parce que la translation, utilisation du transfert vers l'avant, c'est de l'appui en ligne. Et donc, du coup, là, on transfère biomécaniquement vers l'avant, c'est plus juste, on utilise la poussée du sol, le transfert du poids du corps vers l'avant, alors que par un appui ouvert, on est beaucoup sur de la force, beaucoup sur de la rotation, bien souvent c'est sur des niveaux loisirs. Et donc, du coup, contrainte genou, hanche, rachis lombaire, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, du coup, des choses qui peuvent amener sur la blessure long terme, alors que toi, tu t'es juste entraîné au tennis. Ouais, complètement. Je vois. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont… Pour moi, là, il y a une vraie différence sur les entraîneurs que je vois, c'est ceux qui font de l'appui en ligne dès qu'ils peuvent chez tous les loisirs, et certains qui tolèrent beaucoup plus, entre guillemets, l'appui ouvert, alors que le joueur, il n'est pas à un niveau suffisant, entre guillemets, pour accéder à cette technique-là. Et ce que tu disais tout à l'heure sur ce que je trouve très pertinent, qu'avant 12 ans, leur faire faire pas mal d'autres sports, tu vois. Et je l'ai… Après, on a la chance que le tennis, ce soit un sport plus ouvert que le tennis, tu peux pas. Tu vois, comme le hand, comme des choses comme ça. Et donc, du coup, forcément, en jouant au tennis, quelque part, ils le font. Mais est-ce que… je pars loin, mais tu vois, est-ce que parfois jouer au tennis en étant pieds nus sur des petites sessions, ça peut pas être aussi de faire travailler des différentes choses, tu vois, chez les petits. Voilà. Des fois, on fait les cons, on joue main gauche, on fait mauvaise main. Mais ça fait travailler ta perception, ton placement, ton ajustement. Tu es obligé, tu vois, tu n'es pas obligé, mais je veux dire, ça te met dans des situations en plus ludiques, tu vois, d'adaptation qui te seront bénéfiques, tu vois. Quand on voit des exercices avec les yeux fermés, et tu dis, mais jamais en match, je vais jouer les yeux fermés. Mais non, tu ne vas pas jouer les yeux fermés. Mais par contre, le fait de travailler les yeux fermés, quand tu vas avoir les yeux ouverts, justement, ça ira mieux. Combien de fois on a dit… Et là, on parle de quel âge, à ton avis, sur ces apprentissages-là? Du fait que quoi? Bah, tu vois, on parle autour de 8-10 ans sur ces apprentissages-là. Et du coup, là, si le gamin de 8-10 ans, entre guillemets, tu lui dis, explique pourquoi tu fais ça, tu es déjà dans une logique où tu le formes pour qu'il comprenne. Et du coup, tu es déjà… Et on parle de 8-10 ans. Donc, tu vois, quand je te dis que c'est des choses où tu peux apprendre une manière de s'entraîner, tu peux le faire vraiment, vraiment très tôt. Oui. Moi, j'irais jusqu'à 12 ans même, tu vois. Mais après, bon, même c'est perpétuel, tu vois, tant que c'est ouvert. Du coup, le tennis, que ce soit un sport ouvert, c'est un peu le piège parce que c'est tellement ouvert que du coup, tu vois, un tennisman, ceux qui jouent au tennis comme moi depuis 4-5 ans, je veux dire, on se débrouille au foot, on se débrouille au hand, on se débrouille dans tous les sports parce que c'est un sport qui est très ouvert. Mais du coup, est-ce que ça ne peut pas être intéressant d'aller vers d'autres sports ouverts comme ça pour travailler d'autres choses et qu'il y ait même de la vitesse de réaction, de la lecture de trajectoire, tu as plein de choses sans en faire à l'excès parce que tu as besoin quand même de travailler le fond tennistique. Oui. Mais voilà, c'est un sport cool pour ça. Je pense que tu vois, des fois, et c'est organisé dans des clubs, moi je l'ai vécu étant jeune, on avait je devais m'entraîner peut-être deux fois par semaine quand j'étais plus jeune, et finalement j'avais une après-midi, c'était du sport co. Donc sport co ou sport ou activité autre que tennis. Et je ne mettais pas de sens dessus. J'y allais, je le faisais. Bon, j'étais un bon élève, je le faisais.
Mais pour moi, avec le recul, on ne m'a pas expliqué pourquoi on le faisait. Oui, c'est ça. Mais maintenant, je le comprends très bien et c'est très bien, tu vois, tant mieux. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi je le faisais. Tu vois. Et parce que tu n'étais peut-être pas un joueur. Ouais. Moi, j'étais comme un fou dès que je faisais tout type de sport quand j'étais plus jeune, mais c'était, je ne comprenais pas l'intérêt du pourquoi. Simplement, j'étais un joueur. Ah, mais moi, par contre, pendant l'activité, j'étais trop content, tu vois. Oui, c'est ça. Mais par contre, je rentrais, je me disais, mais pourquoi on va faire du foot alors qu'on joue au tennis, tu vois. Je me dis, mais attends, pourquoi, tu vois. Mais après, encore une fois, question de donner du sens. Et après, ça ne m'empêchait pas pendant l'activité de bien le faire, tu vois, ou en tout cas d'essayer de bien faire. Mais je trouve que cette idée de proposer des activités autres, et tu vois, alors, ça arrive souvent lors de stages. Des stages de tennis qui sont proposés, tu as souvent des activités de cohésion. Et souvent, c'est d'autres sports. Mais c'est super, hein, tu vois. Et il faut l'intégrer. Et je pense que ça sera bénéfique pour tous les plans en plus. Parce que tu vois, après, même pour le travail d'équipe, avoir des moments comme ça où c'est que tu te. Et puis même, en tant que joueur. Le caractère du joueur, bien sûr. En tant que joueur, en tant qu'athlète, en tant que personne, de sortir de ta zone de confort. Tu vois, on a tous l'exemple, et moi le premier. Je joue bien au tennis, ou un peu, en tout cas, je joue un peu au tennis. Dès que je vais jouer au paddle, je me débrouille, tu vois. Par contre, tu me mets au tir à l'arc ou tu me mets à la danse, je suis une merde. Et là, tu te dis, ouais, on reste calme, quoi, tu vois. Et ça, c'est important aussi, c'est de se dire, ben oui, on a des compétences, on arrive à faire le pont entre certaines disciplines. Par contre, osons aller dans des zones qui ne nous intéressent pas spécialement pour se développer aussi sur ce plan-là, tu vois. Oui, bien sûr. C'est drôle que tu parles de la danse parce que du coup, c'est vrai que quand j'ai bossé au centre santé sport dans le 10e, j'ai échangé beaucoup avec les kinés, préparateurs physiques qui s'occupaient des danseurs de l'opéra et j'ai fait beaucoup de parallèles avec le travail de pied au tennis. Oui. Avec beaucoup de périostite, beaucoup de problèmes de cheville ou de pied en lui-même parce que le pied n'est pas assez fort. Et j'ai fait énormément d'exercices. Les tennisman ou tenniswomen qui venaient me voir à cette époque, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'exercices, parfois même communs avec les danseurs. Et on en rigolait beaucoup, mais ça progressait vite du coup. Et pour continuer ou conclure, est-ce qu'il y a des choses des choses que tu vois, que tu as eu à résoudre, entre guillemets, en tant que kiné du sport, dans le tennis, et maintenant que tu pourrais nous conseiller des choses à nous conseiller en prévention, tu vois, pour éviter ces problèmes-là qu'il peut y avoir? On va dire que la pathologie qu'on rencontre souvent le plus, donc du coup, je t'avais dit déjà appuyer en ligne pour protéger les lombaires et mieux jouer au tennis quelque part. Oui, moi aussi. pour le tennis loisir. Ensuite, l'épaule. L'épaule chez tennisman, voilà, très lié avec la technique, mais peut-être que parfois on met l'épaule trop en contrainte, en particulier au service, alors que c'est un geste technique, peut-être le seul qui dépend que de nous, certainement au tennis. Donc du coup, c'est un geste qu'on pourrait maîtriser. Mais pareil, au niveau de l'apprentissage, pour revenir au développement physiologique chez les jeunes, souvent on vient chercher cette position armée très tôt, alors que cette position de fixation au niveau de l'épaule, elle vient vraiment à la fin du développement physiologique de l'athlète. Et donc, du coup, on peut voir ça comme une erreur chez le jeune de chercher cette position armée fixe, alors qu'au début, ça doit vraiment juste être de la coordination. On doit monter et on ne doit pas y rester et passer tout de suite pour se servir justement de la vitesse de l'épaule. Ça, c'est un cas très concret et qui colle au développement physiologique et à la prévention aussi de l'épaule chez les jeunes. Ensuite, les épaules, souvent, elles sont travaillées de manière très rigide, très collée au corps, très vers le bas, alors que l'épaule, les dernières études qui sont sorties sur l'épaule, faut les bosser très léger parce que ça aime l'endurance, surtout pour les muscles qui sont freinateurs sur les mouvements de service. Et donc, du coup, beaucoup d'exercices en overhead, donc au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, léger, je vais mimer un peu avec des élastiques là. Certains reconnaîtront le fait de ralentir,
venir ralentir une balle lestée. Voilà. Beaucoup d'exercices au-dessus de la tête, ça rentre dans la prévention de l'épaule. Et aussi, voilà, le fait d'avoir une épaule qui soit bien équilibrée plutôt que trop en avant, trop développé couché. Moi, je sais que je suis pas très, je m'en sers, mais pas très fan de ça parce que du coup, les épaules qui sont enroulées vers l'avant, ça vient mettre dans la position du tennisman, entre guillemets. Alors que pour qu'une épaule fonctionne bien, on a besoin d'amplitude thoracique. Et donc, du coup, souvent, les joueurs, ils sont figés ici alors qu'on a besoin d'une épaule qui fonctionne complètement sur le gris thoracique. Et voilà, l'épaule, du coup, je dirais, c'est toujours intéressant de discuter avec son kiné quand on y est pour avoir des exercices actifs au-dessus de l'épaule en prévention. Et donc avec Elsa qui a eu ces épisodes qui sont sortis juste avant toi, on en a parlé justement parce qu'elle avait fait son mémoire là-dessus. Et du coup, on a parlé donc des pathologies de l'épaule, des pathologies, on n'a pas parlé du lombaire, en tout cas des… Je tiens à dire pour Elsa que j'ai chargé un peu la kiné du sport pendant mes études, mais moi, mon diplôme, je l'ai passé de 2011 à 2014. Et du coup, depuis, la kiné du sport, la kiné active, elle a évolué mais en 10 ans, du coup, presque. Moi, je suis un peu moi, mais du tout au tout. Et du coup, la manière de bosser maintenant, les jeunes qui sortent de l'école sont certainement beaucoup plus compétents que moi quand je suis sorti de l'école. Et c'est un métier qui évolue très, très vite et surtout en ce moment. Donc du coup, je suis intéressé de voir l'interview que tu as fait avec elle. En attendant d'échanger avec elle en perso. Peut-être que tu aurais échangé avec elle avant que nous, ça sorte. Mais bon. Oui, et du coup, nous, pour continuer, donc on a parlé de l'épaule. Après, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le coude, tu vois, le tennis elbow. Tennis elbow, je dirais problème s'il y a un problème de coude ou de poignet. Charge, numéro 1. OK, on y revient. Et matériel. Et du coup, après, en termes de force, de stabilité, de mobilité, il y a quand même des grands axes à travailler avec le physio. Souvent, les tennisman, y compris les coachs ou ceux qui ont joué au tennis beaucoup, ils ont perdu cette extension complète qui doit être vraiment, vraiment complète. Normalement, tu verras que les tennisman, souvent, ils ont du mal à tendre le coude complètement. Et du coup, ça crée des pathologies plutôt long terme, même si pendant 20 ans, ça peut aller bien. Parfois, ça se complique sur la fin. Même les profs, d'ailleurs, surtout les DE. Et la supination qui manque parfois. Où souvent, les entraîneurs, ils sont là. Et ici, les joueurs, ça, c'est quelque chose, quand je faisais les bilans à Asnières, franchement, 99% des jeunes, ils avaient une supination déficitaire de leur côté fort par rapport au côté opposé. Donc après, avec des exercices de mobilité, d'amplitude, ça se récupère assez facilement. Mais sur des périodes de charge, ça peut induire des blessures. Et le poignet, c'est quelque chose en termes de rééducation où en soi, on a peu de solutions. C'est la gestion de la charge et c'est des blessures qui sont très compliquées, même pour nous en physio, à revenir parce que c'est du long terme, il faut adapter la charge, parfois aller sur le matériel. Donc, pas tous les physios ont de la connaissance là-dessus. Même moi, je pense que je pourrais être vraiment meilleur sur ce côté matériel. Donc voilà, il y a toujours des choses à creuser. Et aussi, ce que j'aime bien, le lien avec l'épaule et le coude, c'est que souvent, on fait très peu d'exos neuro. Et l'amplitude nerveuse est très importante. Souvent, on a une sensibilité par rapport à ça qui est donc un manque de mobilité qui se crée. Et avec des raideurs nerveuses, c'est pas très bien dit, mais voilà. Et du coup, ça, avec des mouvements durant l'échauffement, c'est facile à progresser là-dessus en faisant du petit travail quotidien. Et ça, vraiment, le corps perçoit la charge du coup de manière très inférieure que sur un coude qui ne se tend pas complètement, sur une épaule où il n'y a pas tout à fait le contrôle. Une épaule qui fatigue vite va monter beaucoup plus en charge qu'une épaule qui est saine, entre guillemets. Si on continue de descendre dans le corps, est-ce que tu as vécu ou vu des problématiques sur les hanches, tu vois, sur les genoux, sur les chevilles? Hanche beaucoup, du coup, souvent la hanche du côté homolatéral, du coup, du même côté que notre cou droit.
sport parce que du coup, l'appui ouvert systématique. Ouais. Donc, du coup, tu vois, moi, j'ai eu une hernie discale en région lombaire, côté droit. Voilà, je suis droitier. J'ai appris d'une manière qui ne me satisfaisait pas quand j'étais ado. Ouais. J'ai tout réappris avec mon DE. Peut-être pour ça que je me suis éclaté, c'est que j'ai trouvé des causes à mon incompétence tennis. C'est un peu dur avec moi, mais c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, oui, les hanches, beaucoup d'appui ouvert, voilà, les pathologies de hanches qu'on retrouve au très haut niveau. Voilà. Mais et puis aussi, pour faire le lien avec d'autres choses, le fait de laisser les mobilités. C'est-à-dire quand je vois un peu à l'américaine des chevillères, tu vois, ça me crispe toujours un peu parce que je sais que la cheville, elle peut revenir de beaucoup, beaucoup de choses. Mais à partir du moment où on la laisse libre et où on la travaille, du coup, si on la fige, elle bosse moins. Et du coup, si on perd ses mobilités de cheville, on inverse un peu ce degré stabilité-mobilité, stabilité-mobilité qu'il y a souvent en remontant les articulations. Et donc, du coup, on crée des pathologies à la hanche uniquement parce qu'on a figé la cheville qui doit être une articulation mobile. Okay. Et du coup, comme on fige la cheville, la mobilité vient au niveau du genou et on cherche de la stabilité au niveau de la hanche. Alors que si on a la mobilité au niveau de la cheville, le genou est une articulation de stabilité et la hanche est une articulation de mobilité. Ça, c'est très, très intéressant. Et du coup, on inverse et il peut y avoir des causes chirurgicales, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec Murray, qui joue avec des chevillères. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me projette un peu trop loin, tu vois, parce que je n'ai pas tous les aboutissants, toutes les données médicales. Mais peut-être que… Voilà, simplement. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tiens, j'ai un exemple de quelqu'un qui réunit deux choses dont on vient de parler. C'est Murray avec ses chevillères et sa hanche en… Je ne sais pas en quelle matière c'est, mais voilà. Voilà, mais après, du coup, difficile de savoir si c'est exactement c'est ça, s'il n'y a pas d'autres paramètres et tout. Mais moi, dans ma conception des choses, ça peut être une possibilité. Et en tout cas, je suis sûr que sa chevillère n'a pas aidé sa hanche. D'accord. Après, de là, que ce soit vraiment le déclenchement d'une grosse blessure comme ça. Oui, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, quand on parlait des chaussures ou des choses comme ça, on voit que ça arrive dans le haut niveau. Des Zverev ont des chaussures beaucoup plus souples, beaucoup plus légères. Et maintenant, ça va arriver petit à petit parce qu'ils se rendent compte que c'est un frein à la performance même. Oui, bon, on peut repartir sur l'exemple de la course à pied, mais oui, c'est évident. C'est évident. Après, du coup, pour faire un petit parallèle avec la course à pied sur ces choses-là, c'est sûr que les conversations qu'on a, ça peut éveiller des choses, mais du coup, tous ces changements, aussi de matériel, de chaussures, ça doit être intégré progressivement. Dans le tennis, souvent, j'en discutais un exemple avec Grégoire Barrère, qui a eu des soucis physiques sur les 2 dernières années, et il disait que c'était au retour du confinement où il avait certainement repris trop fort sans s'être entraîné beaucoup, et du coup, il avait eu des pathologies poignets, mains, coudes, assez importantes, et donc du coup, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être réintégré progressivement. On ne peut pas… comme par exemple, quand on change d'entraîneur, entre guillemets, peut-être on s'entraînait moins avec un, ou on passe sur dans des catégories, on passe sur un pôle plus haut niveau. Tout de suite, on va avoir une charge d'entraînement qui est 10 fois supérieure, et c'est là que la blessure elle va arriver parce qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer ces nouvelles choses. Donc, si on peut revenir sur la philosophie du coaching, progressivité, c'est la base de tous les sports. Mais après, c'est comme tout. Quand tu parles de progressivité, c'est y aller étape par étape. Mais ce n'est pas si simple à faire. Non, il faut y aller étape par étape. Mais justement, tu vois, ça fait le lien, encore une fois. Mais tout ça semble très, très bien. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir d'avoir des objectifs et des sous-objectifs. Et du coup, tu passes d'étape en étape comme ça et tu progresses et tu t'élèves. Mais c'est l'image de l'échelle. Je ne sais pas si vous l'avez, je la retrouverai, je la mettrai. Mais l'échelle, il y a 2 personnes, il y a 2 échelles. Et tu as une échelle avec 3 barreaux et une échelle avec 30 barreaux. Ben, tu comprends qui c'est qui va arriver tout en haut. Tu comprends qui c'est qui va, ou en tout cas qui c'est qui va galérer pour arriver tout en haut. Et passer étape par étape par des toutes petites étapes, ça fait passer et ça avance et tu montes. Et tu montes. Voilà. Et ça, c'est… Et pour ce qui est de la charge, le corps, il aime bien. Quand c'est progressif et tout, il arrive à encaisser des charges qui sont importantes, mais il faut
faut y être préparé, il faut savoir que voilà, c'est pour ça que et souvent ça n'a pas trop de corrélation avec le temps. C'est pour ça que des Nadal, ils arrivent à revenir vite d'une blessure parce qu'ils se connaissent très bien maintenant, ils arrivent à vite remettre des étapes, savoir un peu où ils en sont. Voilà. Et ça, voilà, et on retourne vite vers de la performance, de la très haute performance. Complètement. En tout cas, j'espère que cet échange-là pourra, pour les enseignants qui nous écoutent, les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent, pourra les amener aussi à de la performance en tant qu'enseignant. Et je te remercie du coup, Thibaut, pour le moment passé. C'était super. Ouais, merci à toi. C'est toujours cool d'échanger avec toi. Je sais qu'on discute pas mal aussi en dehors pour des projets perso en sport. Et du coup, c'est toujours très, très très bien. intéressant. Et donc, du coup, j'invite tout le monde à te contacter s'ils ont des questions complémentaires ou à le mettre dans les commentaires en dessous. Toi, tu répondras de toute façon. Donc, du coup, ça sera avec plaisir d'approfondir ce sujet-là et ces questions-là. Et on avait eu l'idée, en tout cas, je ne sais pas si ça peut être mis en place ou pas, pour celles et ceux qui seraient intéressés d'avoir un accompagnement justement ou des conseils de la part de Thibaut sur ces sujets-là, n'hésitez pas, peut-être qu'on pourrait créer quelque chose, des lives spéciaux, quelque chose un peu plus poussé pour accompagner justement tout ça sur ces domaines-là. Je pense que ça peut être intéressant de s'appuyer sur ces compétences-là que tu as, sur ces 3 casquettes, pour nous, enseignants, pour essayer et sur tes compétences aussi pour diffuser un peu ce message-là. Parce que... Oui, aussi. Oui. Donc, ça, je sais que ça marche. mais en tout cas, oui, du coup, pour celles et ceux qui seraient intéressés, dites-le nous ou dites-le moi en privé. Mais je pense que ça peut être intéressant justement de se former, en fait, de se former à travers des expériences et des compétences que tu as toi. Et je pense que ça peut être sympa d'avoir un petit groupe là et qu'on se tire un petit peu vers le haut sur ces sujets-là, comme on voit l'importance que ça a d'avoir ces compétences-là. Alors oui, si on a dans son club un physio, un prépa physique, travailler en symbiose, mais des fois, c'est plus compliqué. Alors pourquoi ne pas avoir déjà quelques notions et passer l'étape d'être un peu plus performant pour son joueur et sa joueuse, quoi. Ouais, c'est ça. Après, oui, la performance, elle n'est pas forcément liée au niveau. Hein. On peut avoir envie de performer dans son métier avec tout type de public et tout. Et souvent, c'est bien comme ça qu'on arrive à s'éclater tous les jours et à se lever avec la motive, quoi. Et à se former. Ouais, c'est ça. Bon, merci Thibaut. Bon, merci à toi.